Bon, ben bonjour à tous. Moi je suis Francis Allais, je suis botaniste à Montpellier. Et ma spécialité c'est les forêts tropicales humides. C'est-à-dire l'endroit où il y a le plus de plantes. Au monde, c'est là qu'il y a le plus de plantes, donc c'est là que je me plais le mieux. J'ai un lien particulier avec les arbres, c'est vrai, depuis très très longtemps. Je crois que c'est parce que pendant la guerre, mes parents et moi, on était retirés dans un petit domaine en Seine-et-Marne, 1 hectare. N'empêche que mes parents et les 7 enfants, on a très bien vécu sur cet hectare-là pendant toute la guerre. Et on a même puissamment aidé les voisins. Du coup, je suis resté en complète admiration de ce qu'on peut faire avec un bout de terrain bien conduit. Il faut dire que mon père était agronome, ce qui aide. Et puis il y avait un petit bout de forêt au bout et on s'est chauffé pendant toute la guerre sans problème. Donc je crois que mon goût pour l'arbre, il date de là. Il ne m'a jamais lâché. Et puis quand j'ai mis les pieds entre les arbres tropicaux, alors là c'est devenu vraiment la passion, parce que c'est des arbres... Enfin ceux d'ici, je les aime bien, mais ils sont un peu rikiki, quoi. Pour moi ça a été un choc. En arrivant en Indonésie en avion, je savais que c'était un pays extraordinairement peuplé. C'est-à-dire qu'en zone rurale, ils ont des densités humaines que nous, on appellerait une densité urbaine. Je me suis dit, il n'y aura plus d'arbres, parce que chez nous en Europe, l'agriculture, il n'est pas question, enfin à l'époque où j'étais gamin, il n'était pas question de pactiser avec les arbres. Un agriculteur, il coupait tout, et ensuite il réfléchissait à ce qu'il allait faire. Et ça, c'était profondément dans ma tête. Je me suis dit donc, l'Indonésie, ça doit être complètement rasé. Curieux, il y a des forêts partout. Et après, j'ai eu la surprise, ils m'ont expliqué, les Indonésiens, que justement parce qu'ils sont si nombreux, ils sont obligés d'avoir un système agronomique à 3 dimensions et qui fonctionne toute l'année. Et ça marche super bien. Attends, il ne faut pas trop simplifier, il y a aussi des zones ouvertes où ils font du riz. Donc il y a le riz et l'agroforêt. C'est tout, dans le paysage, il n'y a que ça. Il n'y a plus de végétation naturelle à Java, bien sûr, c'est pas possible. Donc voilà, mon expérience agroforestière, elle date de mes années tropicales. Une chose qui m'amuse, c'est que pendant toute la période coloniale, on est allé dire aux gens sur place dans les tropiques, arrêtez vos conneries, nous on sait comment cultiver, et on a, enfin, pas nous directement, mais les Hollandais, quand ils ont colonisé l'Indonésie, ils ont dit arrêtez, il faut faire de l'agriculture sérieuse, quoi. Ce qui me fait plaisir dans la tendance actuelle qui est un retour vers les agricultures complexes, par exemple l'agroforesterie, c'est que pour une fois nous imitons les pays tropicaux. L'inspiration est venue de là, Indonésie, Mexique, Éthiopie, Afrique de l'Est, etc. Et bon, je trouve que c'est un juste retour des choses. Et ben, évidemment, si on fait de l'agroforesterie, enfin, je sais pas, c'est le terme que vous utilisez, oui. Si on fait de l'agroforesterie, il faut savoir manier les arbres, il faut savoir où les mettre, lesquels choisir, etc. Et en plus, ils sont assez serrés, donc il est nécessaire de les comprendre. Comprendre ce qu'ils vont faire une fois qu'on les a plantés, comprendre quel gabarit ils vont avoir, quel volume tridimensionnel ils vont avoir. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre tous ces trucs-là si on n'a pas un minimum de notions en agriculture, en architecture des arbres. Seulement le conflit, on peut dire ça, entre l'agriculture et les arbres, c'est tellement sérieux, ça a été tellement longtemps dans notre pays que eh ben, il va falloir boucher le trou entre les deux. Hein. Ça va pas être facile. Il y a des agriculteurs qui auront sûrement du mal à changer de paradigme comme ça. Il va falloir qu'ils le fassent tout de même. Voilà, mais je trouve ça très intéressant, cette espèce de retour vers des fondamentaux. Les arbres ont une quantité énorme de mérite, je m'en suis rendu compte. Mais il y en a un qui est, à mon avis, largement au-dessus de tous les autres. Le mérite principal de ces organismes vivants, c'est qu'ils améliorent le sol. Indiscutablement. Tous les arbres, sans exception. Parce qu'ils ont entre leurs racines
toute une flore et toute une faune souterraine, et toutes ces bestioles-là sont là à cause des racines. Et c'est ça qui améliore le sol. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux pour réanimer un sol squelettique que d'y mettre des arbres. Alors au début ça ne sera pas facile, justement parce que le sol n'est pas très bon, mais par chance, la diversité biologique des arbres est telle qu'on peut en trouver pour n'importe quelle situation, même les plus dégradées. On assiste à des reboisements sur des sols complètement stériles. Les arbres y arrivent, hein, et ils enrichissent le sol très vite. Ça, je trouve que c'est leur principale qualité. Ils en ont d'autres, mais il y a ça, il y a au moins ça. La question m'est de plus en plus souvent posée. Et en toute rigueur, je suis obligé de répondre que j'en sais rien. Mais je ne suis pas le seul, je sais que personne n'en sait rien. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre de plus constructif? Ils n'ont pas de système nerveux, ils n'ont pas de système nerveux central, ils n'ont pas de cerveau. Est-ce que ça les empêche de souffrir? Je ne suis pas certain. Parce qu'ils n'ont pas de tube digestif, mais ils digèrent, ils n'ont pas de poumons, mais ils respirent. Donc le fait de ne pas avoir de système nerveux, ça ne garantit pas qu'ils ne souffrent pas. Il y a cependant un argument qui va un peu dans le sens qu'ils ne souffrent pas. C'est que la douleur, elle a une valeur adaptative. Si nous, on souffre, on a tendance à s'écarter. Et on peut le faire, ça va, on est mobile. À quoi servirait de ressentir de la douleur si on est fixe? Bon, c'est pas un argument excellent, hein, mais c'est le seul. C'est même pas un argument, c'est une espèce d'hypothèse, mais c'est la seule dont on dispose pour dire que peut-être ils ne souffrent pas. Mais encore une fois, le plus sage, c'est de dire qu'on n'en sait rien. Si nous étions au XIXe siècle, quel que soit le pays du monde d'ailleurs, on aurait tenu le plus grand compte, non pas de la marée, mais des phases de la Lune. C'était de la routine, on ne pouvait pas faire de l'agriculture ou même du maraîchage ou même du jardinage sans tenir compte des phases de la Lune, c'était naturel. Et c'est extrêmement ancien. Je crois que ceux qui sont allés le plus loin, c'était les Arabes dans le sud de l'Espagne, la civilisation autour de Grenade. Ils ont laissé des textes admirables là-dessus. Bon. Donc à une époque, ça ne posait aucun problème, on respectait ça. C'était empirique. Il n'y avait pas de théorie là-dessous. La science, je lui en veux parfois, parce que le fait que ça soit resté empirique, ça fait qu'on lui a tourné le dos à cette connaissance-là. Complètement idiot, on peut utiliser quelque chose même si on ne le comprend pas. Non, mais l'empirisme a gêné les scientifiques du début du XXe. Voilà. Alors c'est pour ça que je dois beaucoup de reconnaissance à Ernst Zürcher de Zurich, parce que lui en 1998, il a mis des capteurs extrêmement sensibles autour des troncs des arbres, n'importe quel arbre d'ailleurs, et il s'est aperçu qu'il y a une variation de diamètre exactement en phase avec l'annuaire des marées. Bon, à Zurich, il n'y a pas de marée, mais on peut se faire un annuaire des marées pour Zurich, c'est pas un problème. Il y a un bureau des longitudes qui est capable de faire ça pour n'importe quel point du globe. Ça va loin parce que l'idée c'est que la masse d'eau d'un arbre est suffisante pour qu'on puisse mesurer la marée. Ça sert à quoi? On s'est aperçu que selon les phases de la Lune, le même arbre avait des utilisations totalement différentes. Si on fait ça par une nuit avec une pleine lune, grosse pleine lune, quelle que soit la qualité du bois, on ne fera rien de bon avec ça, on fera du bois de feu. Du bois de feu, c'est tout. Alors que si on attend une nuit d'hiver sans lune, on va pouvoir faire des objets qui seront encore là plusieurs siècles après. Le même arbre. Donc on a intérêt à tenir compte de ça, et la variable en fait, c'est la durabilité du bois. Alors, c'est pas totalement expliqué encore, hein, mais les faits sont là. Il y a encore une part d'empirisme là-dedans. Mais il y a aussi une part de raisonnement, et maintenant, ça serait complètement idiot de ne plus tenir compte des phases de la Lune. C'est un très beau travail de
de réhabilitation de vieilles connaissances qui étaient parfaitement à leur place. Zurcher est très chouette.